Pour moi, le champagne, c'est l'image des moments de joie ou des moments importants de la vie. On boit du champagne pour fêter la naissance d'un enfant, pour une communion, pour un mariage évidemment, ou pour fêter. À chaque fois, on dit tiens, on va ouvrir une bonne bouteille de champagne quand on a une bonne nouvelle ou quand on réussit un examen. Donc c'est vraiment une boisson qui, pour moi, symboliquement est liée à la notion de fête, à la notion de célébration. Et aujourd'hui, donc, pour parler du champagne, nous recevons Éric Georges. Bonjour Éric. Éric travaille pour la maison Forger Brimont, qui est une fort belle maison de champagne dont il va nous parler, qui est une entreprise familiale, une entreprise artisanale, qui fabrique, selon moi, le champagne encore comme il doit être fabriqué, en prenant son temps, qui fait de très belles choses, qui ont pour particularité d'avoir que des premiers crus, des grands crus. Donc Éric, bienvenue. Je vais te demander de te présenter rapidement. Que fais-tu chez Forger Brimont? D'où viens-tu? Quelle est ton expérience? Et comment vis-tu cette vie un peu, comment dire, extravagante et sympathique de vivre dans cet environnement qui est lié à la notion de célébration et de fête? Déjà, merci Hugo, merci de me recevoir avec plaisir. Avec les équipes de Parisian Gentleman. Bonjour à tous, donc c'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler ensemble du champagne et plus particulièrement de notre maison. Je m'appelle Éric, je suis natif de Reims, toute ma famille est d'origine de Reims, ça remonte au Moyen-Âge. Famille champenoise, famille de Reims même, qui est vraiment Absolument. la capitale du champagne. Et comment tu es venu à travailler dans le monde du champagne naturellement? C'est plutôt le champagne qui m'a choisi. Pour être franc, je crois que la première fois que j'ai réfléchi, je me suis réfléchi à cette vocation, ça devait être, je devais avoir 13-14 ans. Ah oui. Parce qu'on a des vignes partout. Ça commence jeune. On tombe dedans très jeune. D'accord. On tombe dedans très jeune, petit, on a les réunions de famille, c'est toujours accompagné évidemment de beaux flacons. Les vignes sont partout, sont partout chez nous dans les villages et le champagne s'exporte, le champagne voyage et forcément on a envie de promouvoir l'artisanat local. D'accord. Absolument. Alors, c'est peut-être pas mal. Alors, évidemment, la plus grande majorité d'entre vous savent comment peut-être est fait les... Alors, peut-être pas dans le détail, mais vous savez, donc évidemment, le champagne, sa grande particularité, c'est un vin effervescent, qui a des bulles à l'intérieur. Donc, c'est peut-être pas mal pour entamer notre conversation, Éric, que tu rappelles les grands fondamentaux. D'abord, comment on fait du champagne, comment on crée la bulle à l'intérieur de ce vin, et quelle est un petit peu l'histoire, quelles sont les grandes étapes de l'élaboration du vin de champagne? Bien sûr. Donc le champagne est un vin effervescent produit en région Champagne. Donc on est dans le nord-est de la France, entre la région parisienne et puis l'Alsace-Moselle. C'est un vin qui est rendu effervescent par le biais de 2 fermentations. Si on veut être très synthétique, première fermentation, on transforme un jus de raisin en vin tranquille. Oui. Essentiellement blanc, on a aussi un petit peu de rouge pour faire La notion de vin tranquille, c'est la notion de vin normal. De vin tranquille, sans bulle. Exactement. Sans bulle. Donc on produit un vin tranquille, sans bulle, et ensuite on le transforme par le biais d'une fermentation dans la bouteille. D'accord. Par le biais de la seconde fermentation, on va le transformer en vin effervescent. D'accord. Voilà. Donc on va fabriquer une bulle. On va fabriquer une bulle, absolument. Mais de manière naturelle, en utilisant uniquement des composés naturels. D'accord. Forger Brimont, quelques mots d'histoire. C'est une vieille maison, je crois. Oui, absolument. Donc, on est une maison encore familiale, tenue par la 7e génération. Oui. Donc, c'est un savoir-faire, un relais humain qui s'est opéré à travers 7 générations depuis le début du 19e siècle. Toujours dans le même village, qui s'appelle Lude, qui est un village premier cru de la montagne de Reims. On peut voir la cathédrale de Reims depuis nos vignes. Wow. 7 générations en premier grand cru de Champagne. Alors, la Champagne est divisée en 3 grandes régions viticoles, 3 sous-terroirs, on va dire, viticoles. Vous avez la montagne de Reims, plutôt autour de Reims, plutôt spécialisée sur un type de cépage qui s'appelle le pinot noir. Il y a aussi des pinots meuniers et des chardonnays, mais la grande spécialité de la montagne de Reims, c'est les pinots noirs, on va dire, pour rester général. Ensuite, on a la grande vallée de la Marne qui commence à Épernay et qui va jusqu'à l'entrée de la région parisienne, plutôt spécialisée dans les meuniers. Pareil, il y a un petit peu de pinot noir et du chardonnay. Et ensuite, pinot meunier étant aussi un cépage rouge. Exactement. D'accord. Exactement. 2 cépages noirs, pinot noir, pinot meunier, un cépage blanc, chardonnay. D'accord. Et du coup, ce chardonnay, il y a une région qui est vraiment spécifique pour les chardonnays, c'est la Côte des Blancs. D'accord. Où là, c'est 100% chardonnay. Donc nous sommes situés sur la montagne de Reims.
On a 20 hectares en premier et grand cru. Uniquement. Uniquement. Oui. Donc en Champagne, il y a environ 360 villages. D'accord. Aussi appelés crus. Oui. 44 premiers crus, Oui. ce qui est mieux. Oui. Et ensuite 17 grands crus où là c'est le top. D'accord. Voilà. Donc nous, chez Forgery-Riemont, on a 20 hectares. Oui. C'est-à-dire qu'en termes de taille, on est de taille moyenne. Oui. Je dis toujours qu'on est petit pour les gros, Oui. et gros pour les petits. D'accord. Avec 20 hectares en premier et grand cru sur un des secteurs, un des plus privilégiés. J'aime pas dire luxueux, je préfère dire privilégié, parce que c'est un très très beau terroir. D'accord. Sur 17 grands crus, 11 grands crus se trouvent dans le secteur de la montagne de Reims, donc c'est vraiment un tout petit secteur, mais alors c'est une pépite. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit, Eric, notamment concernant quelque chose de très important au niveau du champagne, qui d'ailleurs fait la différence entre le champagne et certaines autres boissons effervescentes qui ont un peu de succès sur le marché. Tout le monde a entendu parler c'est marrant parce que via le fameux Spritz qui a fait le tour du monde, le cocktail italien dans lequel on utilise un peu de Prosecco, cette boisson, on a redécouvert cette boisson italienne qui est très sèche, mais qui n'est absolument pas du champagne. Alors, tu m'expliquais tout à l'heure, et j'aurais que tu le réexpliques aux gens qui nous écoutent, la différence de fabrication entre un champagne et un autre effervescent comme le Prosecco, par exemple. C'est notamment la notion de fermentation dans la bouteille, qui est complètement différente du Prosecco. C'est une méthode de procédé qui est différente pour le champagne. Donc en Champagne, c'est nous, enfin c'est pas nous, Forgery-Riemont, mais c'est les vignerons de Champagne qui, à travers une succession d'inventions et d'idées et d'essayages, ont réalisé à créer un vin effervescent en le rendant effervescent dans la bouteille. D'accord. Première fermentation en cuve ou en fût, on transforme le jus de raisin en vin tranquille, et ensuite seconde fermentation dans la bouteille, c'est très simple. On tire, ce qu'on appelle le tirage, c'est-à-dire qu'on met le vin dans la bouteille, on y ajoute des levures, un petit peu de sucre et on ferme. Les levures au contact du vin se réveillent, ce sont des composés organiques, vivants, et au contact du sucre se mettent à s'en nourrir. En se nourrissant de ce sucre, cela crée une fermentation et donc une effervescence naturelle. Donc on se souvient bien, donc méthode champenoise dans la bouteille. Il est possible de réaliser cette méthode dite champenoise dans d'autres régions. D'accord. Et à ce moment-là, on dit méthode champenoise, c'est-à-dire ça veut dire deuxième fermentation dans la bouteille. Voilà, c'est ça. On utilise la technique champenoise, donc c'est-à-dire qu'on peut le faire par exemple en Alsace, on peut le faire en Bourgogne. Ce sont des créments de Bourgogne, des créments d'Alsace. On peut également suivre cette méthode par exemple en Italie. Il y a l'appellation Franciacorta. Franciacorta, c'est le même procédé champenois, mais réalisé dans d'autres conditions et en Italie. Ensuite, pour faire le comparatif avec d'autres vins effervescents, on a le Prosecco. Le Prosecco, la seconde fermentation, plutôt que d'être réalisée à même la bouteille, elle est réalisée en grande cuve. D'accord. Donc c'est beaucoup plus rapide, c'est moins contraignant, ça prend beaucoup moins de temps, ce qui s'explique également sur la différence de prix, puisque le champagne c'est énormément de manipulation. Voilà un petit peu les deux méthodes pour créer de la bulle à travers. Très bien. Alors, tu nous disais tout à l'heure en préparant cette discussion que moi j'avais toujours cette image un peu glamour du champagne. Et en Amérique, le mot champagne c'est un peu un mot magique, c'est-à-dire tout ce qui vient de France en général est quand même extrêmement apprécié. Et moi j'avais toujours cette idée-là que c'était un vin qui a toujours eu cette espèce d'image un peu glamour, un peu de célébration, un peu de fête, un peu de joie et même un peu de luxe, parce que c'est tout de même une boisson dite de luxe, ou en tout cas qu'on n'ouvre que dans les grandes occasions, parce qu'elle est un peu plus chère que le vin. Bon, tout dépend des vins évidemment, et tout dépend des champagnes en l'occurrence. Et tu me disais qu'en fait c'était pas tout à fait ça, cette notion de c'était plutôt un vin simple au début qui est devenu glamour après la Deuxième Guerre mondiale. Non, en fait, à l'origine, le champagne, donc jusqu'au début du 19e siècle, et même jusqu'à fin 19e siècle, les trois quarts des champagnes étaient des vins tranquilles. D'accord. Rouges, ou blancs, mais tranquilles, relativement simples, qui pouvaient s'apparenter de prime abord à des Bourgognes. D'accord. Et c'est par le biais de la révolution industrielle, par le biais de pouvoir maîtriser des techniques, qu'on a pu maîtriser du coup la seconde fermentation, contrôler et bien maîtriser de manière à plus large échelle la seconde fermentation. Donc on va dire que on a commencé à standardiser le champagne tel qu'on le connaît au début du XXe siècle. Et c'est ensuite, à partir des années 20, 30,
que ça a commencé à avoir un impact un petit peu glamour, mais la réelle explosion, le réel boom s'est opéré après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50-60 avec le cinéma, et même le cinéma hollywoodien, ou des grandes sagas cinématographiques du type James Bond, qui tout de suite ont mis un grand coup d'accélérateur. J'ignorais cette dimension, d'ailleurs ça prend tout son sens. Effectivement, c'est à ce moment-là que le champagne est devenu une espèce de boisson un peu bénie des dieux, comme ça, boisson d'exception pour des moments d'exception. Alors, je pense aussi avoir personnellement une autre explication, c'est qu'il y a pas mal de grands groupes de luxe qui ont fait l'acquisition de maisons de champagne et qui ont opéré en termes de communication sur ce type de breuvage, le type de communication qu'ils avaient sur des belles montres ou des beaux vêtements ou des belles chaussures, etc. etc. Donc il y a une espèce de tangente comme ça qui a été pris pour non pas faire croire, parce que moi je suis d'accord pour dire que c'est un produit de luxe, mais pour positionner le champagne dans quelque chose un peu luxueux. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'un des secteurs dans la restauration, dans la boisson en général, qui est le plus sujet au marketing, qui est le plus sensible au marketing. Absolument. On le sait aujourd'hui qu'il y a des marques, bon, on ne va pas les citer aujourd'hui parce que ce ne serait pas très beaux joueurs, mais enfin, qui ont des marques extrêmement célèbres et qui pratiquent des prix presque indécent par rapport à la qualité. Donc ma question, et on va venir à la dégustation petit à petit, c'est, moi je vois Forgy-Brimont, je connais ce produit-là, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un très beau champagne avec une bulle très fine, on va en discuter. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est qu'est-ce qu'il faut considérer pour acheter un champagne de grande qualité à un tarif entre guillemets fair play. C'est-à-dire, moi j'aime Forgy-Brimont parce que on est sur c'est un très beau produit, c'est du premier cru, c'est du grand cru, mais ça reste quand même abordable. On n'est pas sur des sommes complètement folles. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder? Bon, si on s'affranchit donc de l'étiquette, ça ne veut pas dire qu'il faut faire affranchir Forgy-Brimont parce que c'est un joli nom, mais affranchissons-nous de l'étiquette. Là, on a un bon vin fait dans les règles de l'art. Qu'est-ce qu'il faut? Explique-nous maintenant comment acheter, qu'est-ce qu'il faut regarder pour juger de la qualité d'un bon champagne. Quelque chose qui revient et qui maintenant rentre dans les critères de choix pour l'essentiel des consommateurs sur le marché. Regardez la contre-étiquette, regardez d'où provient la maison, quels sont les artisans, mettez un visage sur une étiquette, sur une marque, et essayez de vous intéresser à la manière dont il a opéré. Parce qu'une grande force de la Champagne, chaque maison, en fait la Champagne c'est un petit peu une alchimie, on mélange beaucoup, c'est vraiment la force de la Champagne. Chaque maison peut maîtriser ses assemblages. C'est-à-dire qu'en gros chaque maison est absolument libre de faire, suivant quand même un cahier des charges, mais de faire son style maison. Intéressez-vous au style maison de chaque vigneron, de chaque domaine que vous appréciez. Regardez les localisations, dans quel secteur il se trouve. Un petit peu comme, pour faire un parallèle quand même, parce qu'on est dans la discussion sartoriale, un petit peu à la manière dont ça fonctionne pour le tailoring, pour l'art. Entre Naples, Rome, Milan, Paris. Rome, Londres, Paris, Florence, il y a différents styles. C'est exactement pareil pour la Champagne. Regardez si c'est un vigneron qui provient de la vallée de la Marne, de la Côte des Blancs, de la montagne de Reims. Regardez comment il travaille sa terre. Dans quelle perspective est-ce qu'il travaille sa vendange, sa première fermentation, sa deuxième fermentation. Alors, c'est complexe, c'est très complexe. Oui, génial, c'est un sujet que j'adore. Mais si par exemple, moi, je n'ai pas le temps de faire ça et j'ai envie de regarder comment je juge. Tu m'as parlé beaucoup avant de la finesse de la bulle. Alors ça c'est un sujet qui m'intéresse. Parce que d'abord, une bulle, c'est beau. Et est-ce que cette finesse de bulle est un vrai critère pour juger de la qualité d'un champagne? Stratégique. C'est stratégique. En tant que vigneron, nous ne sommes pas des producteurs de bulles en Champagne, nous sommes des vignerons. La bulle, l'effervescence est là pour révéler des arômes, pour venir ciseler des arômes. La Champagne, c'est assez subtil mine de rien, on est sur un terroir pauvre en Champagne, il faut le savoir. Le terroir champenois est un terroir constitué de craie. En fait, c'était un océan qu'on avait il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Et les sédiments créés par cet océan ont fait des dizaines de mètres de craie souterrain. Donc en gros, la vraie particularité de la Champagne, c'est que c'est un vin effervescent en provenance d'un terroir relativement pauvre, on va dire. En comparaison avec la Bourgogne, en Côte de Nuit, en Côte de Beaune. Ce terroir relativement pauvre, si vous le transformez en vin effervescent, c'est là où vous avez tout le côté ciselé, toute la finesse, tout ce côté vraiment unique qu'on aime en Champagne, et cette élégance, cette féminité, cette élégance. C'est le terroir, Alors, 99,5% des champagnes que l'on achète dans le commerce
et que vous produisez vous également, c'est ce qu'on appelle des champagnes non millésimés, c'est-à-dire qu'ils sont des assemblages, si je comprends bien, entre différents cépages, mais surtout entre différentes années. Voilà. Absolument. Donc le job du, comment on appelle ça, l'œnologue, on dit le winemaker en anglais, je suis désolé. Chez nous, c'est le chef de cave. Le chef de cave, le vigneron, le chef de cave, donc qui est Monsieur Forget, n'est-ce pas? Absolument. Ça m'a toujours, comment dire, ça va toujours, je trouve ça fascinant. Comment il va choisir ses vins? C'est presque un chimiste, il fait des mélanges, il fait des essais, c'est comme un parfumeur. Il va mettre un petit peu de 2015. Un parfumeur, c'est exactement pareil. D'accord. C'est en fait un style maison, c'est un héritage qu'on reçoit des générations qui nous précèdent. Oui. Et on reçoit cet héritage et qui est généralement familial et qui dépend en fait de plusieurs facteurs. Qui dépend du terroir, de la localisation, qui dépend de choix qui ont été réalisés par le passé. Donc en gros, on va suivre cette ligne directrice qu'on a en héritage et ensuite, on va justement faire notre propre chimie, en gros, pour notre propre chimie, en utilisant différents cépages, parce qu'en Champagne, on assemble les cépages, le pinot noir qui vont donner plus de structure, un peu plus de corps, côté un peu plus masculin, on va dire. Le pinot meunier qui va donner un joli fruit, une jolie rondeur, et le chardonnay qui va donner plus d'acidité, de fraîcheur et de féminité. Acidité qui est une notion positive en Champagne. Acidité en Champagne, mais j'ai même envie de dire dans d'autres régions du nord de la France, c'est positif. C'est ce qui va venir souligner l'élégance d'un vin. Un vin qui a perdu son acidité, c'est un vin qui est trop vieux et qui n'a plus grand-chose à dire, malheureusement. Donc on mélange en Champagne, on mélange les cépages et on mélange aussi les vins de réserve, les différentes années. C'est une grande force en Champagne puisque, on le rappelle, on est dans le nord de la France. On est quand même sur un style de vin relativement tendu, frais, doté d'une certaine acidité. Donc pour venir apporter maturité, une épaisseur aromatique également, on ajoute différents millésimes pour venir justement apporter de la maturité, de la rondeur, également avoir un style maison qu'on peut reproduire dans le temps. Et également avoir un certain contrôle sur, alors là on est plus dans le domaine technique, si jamais on a une mauvaise année par exemple, la récolte est relativement mauvaise, on peut taper un petit peu plus dans les vins de réserve pour toujours avoir une consistance, une continuité. Donc parce les vins de réserve c'est le nerf de la guerre. Et c'est ça que moi qui me fascine, parce que je me dis, mais bon, je comprends qu'on a les récoltes de 2000, de 2010, que sais-je, de 2015, et après le chef de cave ou le vigneron va mélanger les choses. Mais comment parvient-il à garder la consistance, la cohérence? Ça, c'est vraiment la magie de l'artisan. C'est de l'art. Là, on rentre vraiment dans de l'art parce que pour pouvoir déguster des vins tranquilles, et se projeter à savoir ce que ça va donner dans 10 ans, là on rentre dans l'art. Et chaque maison a sa propre élaboration. C'est ésotérique. Exactement. C'est pour ça que c'est passionnant, parce qu'en fait on se rend compte qu'avec autant de paramètres, le champagne c'est complexe et il n'existe pas, je devrais peut-être pas dire ça, mais il n'existe pas de meilleur champagne. Il faut essayer. Il faut essayer différents styles, différentes années, vraiment s'imprégner pour se faire son idée. Et avancer dans ce sens-là. Alors si tu devais définir le style Forget-Brimont, je sais que c'est un petit peu complexe parce que vous faites premier cru et grand cru, mais vous faites du champagne rosé, vous faites du champagne millésimé, on va y revenir, vous faites de l'extra brut, etc. Mais si tu devais rapidement donner une carte d'identité un peu olfactive, gustative du style du champagne Forget-Brimont, ce serait quoi? En quelques lignes, Champagne Forget-Brimont, donc c'est sur la montagne de Reims. On est basé sur des terroirs relativement souples, c'est-à-dire que la vigne est plantée sur une terre relativement ronde, c'est fluide, comparé à d'autres secteurs où là c'est beaucoup plus calcaire, beaucoup plus dur. Montagne de Reims, donc c'est relativement souple. Première fermentation en cuve, donc c'est-à-dire la cuve, ça va donner ce côté très très propre, très très féminin. Très, comment dire en français, mais crispy, un petit peu. Croustillant. Croustillant, voilà. Exactement. Très propre, très croustillant. Ensuite, seconde fermentation dans la bouteille, mais vraiment une particularité qu'on a chez Forget-Brimont. On est une des dernières maisons à creuser encore nos caves à 15 mètres sous terre. D'accord. C'est-à-dire que Quand tu dis creuser, c'est creuser, littéralement. On a la machine, on a tout, on est absolument indépendant. Il n'y a aucune entreprise qui vient à creuser nos caves. Ça fait des dizaines d'années qu'on creuse nos galeries, à même la craie. C'est-à-dire que la seconde fermentation va avoir lieu en cave, à 15 mètres sous terre. D'accord. À 15 mètres sous terre, les conditions sont
absolument optimale pour réaliser pour exécuter un champagne avec une belle bulle. On parlait de bulle tout à l'heure. Ouais. Il fait 11 degrés toute l'année en cave. La seconde fermentation va donc avoir lieu dans ces conditions et va être plus longue. D'accord. Si on réalise la seconde fermentation ici, la température est relativement fluctuante et un peu plus chaude, heureusement. La seconde fermentation va durer 6 semaines. Si on la fait en cave, ça va durer 6 mois. Donc c'est beaucoup plus long. 2 avantages. Pas être trop je vais pas inonder de non, mais détails c'est extrêmement intéressant. 2 avantages d'une longue fermentation à basse température. Qualité aromatique et finesse de bulle. Et le style Forget-Brimont, c'est un champagne rond, propre, doté d'une bulle très très fine, très élégante. La bulle doit être là pour ciseler des arômes. La bulle doit venir caresser les gencives et être le plus élégant possible. C'est un champagne grand public ou un champagne de connaisseurs? Non, c'est plutôt un champagne, mais toujours dans le sens positif, relativement facile à apprécier. D'accord. J'aime pas les. Après, c'est une approche. Hein, une approche. Je n'aime pas les maisons qui réalisent d'abord un style de champagne. Nous, on fait 10 champagnes et ils sont polyvalents, ils se complètent. Donc, pour pouvoir les apprécier à différentes occasions et pour que plusieurs types de consommateurs puissent les apprécier, c'est relativement facile. On a la chance d'être sur des terroirs qui permettent une belle polyvalence en termes de style. Donc, oui. Voilà. Mais après, par contre, on a 9 vins dans la gamme. Donc, il y a des vins qui sont plus propices à l'apéritif, des vins qui sont plus propices à pouvoir les accorder avec des mets du style des poissons ou avec des fruits de mer. D'autres vins qui vont être plutôt sur des viandes blanches, des viandes blanches, des morilles, de la truffe. C'est infini. Alors, on vient de parler des champagnes donc non millésimés, c'est-à-dire cet assemblage. Alors, je crois que chez Forget-Brimont, de mémoire, parce que bon, c'est de mémoire, gustative, mes amis, parce que j'ai eu la chance, et regarde, j'ai des bouteilles devant moi, donc c'est toujours un plaisir d'avoir Eric, parce qu'en plus, il arrive jamais les mains vides. Donc, tu es bienvenu quand tu veux. Je rigole, nous sommes amis par ailleurs. Mais donc, on a vu donc la gamme qui commence donc avec, je crois que c'est ce premier champagne qui est, la signature de la maison, d'accord. Donc on est en premier cru ici. Moi j'aime beaucoup ce flacon-là, qui est effectivement facile à boire, qui est joli. Et je crois qu'avant ça, vous avez donc ce qu'on appelle un extra brut. On a un extra brut. Alors le brut et l'extra brut. Alors pour le vocabulaire, pour vous qui nous regardez, la différence entre un brut, un extra brut, un non dosé, un demi-sec, ça va être l'ajout de sucre qu'on opère en toute fin de vinification. Lorsque le champagne a fait sa seconde fermentation, il a passé 3-4 ans minimum en cave chez nous, jusqu'à 10-12 ans pour les millésimes. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle le dégorgement, on y ajoute du sucre. En fonction de la quantité de sucre qu'on y ajoute, on a différents styles de champagne. Donc l'extra brut, c'est le moins de sucre possible. Alors non, il y a encore moins sucré, c'est le non dosé. Oui, d'accord. On ajoute 0, ensuite extra brut, ensuite brut et ensuite demi-sec. D'accord. Chez nous, on produit un extra brut. Ça va être le style de champagne le plus tendu. Droit. Le plus droit. Avec peu d'arôme, très. Il y a de l'arôme, mais il y a de la tension. En fait, il y a de la consistance aromatique. Par contre, en fin de bouche, avec l'extra brut, ce qu'on va chercher, c'est la tension. C'est sec. C'est exactement. Là, ça marche bien avec des huîtres, ça marche bien avec des choses. Avec des huîtres, avec des poissons, tout ce qui va être. Extra brut. Le brut. Relativement iodé, ou même avec des caviars. Exactement. Tout ce qui va être iodé. Donc, extra brut avec le moins de sucre possible. Brut qui est un peu l'identité de la maison, et moi j'aime beaucoup cette bouteille-là. Et après, on va sur des choses un tout petit peu plus particulières, comme par exemple la bouteille préférée de ces dames. Je sais que Sonia adore, parce que c'est joli. Alors, elle hésite entre le rosé et celui-là, mais ce qu'on appelle un blanc de blanc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un blanc de blanc? Alors, je parle sous ton contrôle, Eric. C'est donc un champagne qui est fait, comme son nom l'indique, strictement à partir de vin blanc, donc 100% chardonnay. C'est un vin blanc en provenance d'un raisin blanc. D'accord. Ah oui. Et le chardonnay étant l'unique raisin blanc de Champagne, c'est donc un blanc de blanc. Voilà, donc au niveau structure, c'est différent du Absolument, oui, parce que le chardonnay, naturellement, va donner plus d'acidité. C'est un raisin qui va offrir plus d'acidité dans son jus. Donc les chardonnays, et en plus une couleur beaucoup plus claire. C'est très joli. On a toujours une couleur très dorée, claire, dorée sur les chardonnays. Une
une belle fraîcheur, plus d'acidité à travers les chardonnays, mais encore une fois une acidité positive, ce qui donne au chardonnay l'avantage, au blanc de blanc, l'avantage d'être des formidables vins de garde sur les blancs de blanc. Ah, oui. Plus d'acidité naturelle, donc le potentiel de garde en est décuplé. Des blancs de blanc, donc là on est sur le premier cru, on a également un petit peu de grand cru dans celui-ci, on a également un blanc de blanc grand cru dans la gamme, où là on est sur des potentiels de garde. Quasi. Et alors, il y a, j'ai dit un tout petit peu trop vite, le favori de ces dames, je pense que c'est peut-être le vin également. Qui est donc là, c'est un brut rosé, donc en premier cru, qui existe aussi en grand cru, puisque j'ai la chance d'en avoir dans ma cave, et qui est donc un vin. Alors, comment on fabrique un champagne rosé? C'est comme on fabrique un vin rosé? C'est la même chose? Alors, il y a deux manières de faire en champagne, dont l'une est privilégiée à hauteur de 95%. C'est le rosé d'assemblage. D'accord. C'est-à-dire qu'on va produire un vin blanc, un vin rouge, et on assemble ces deux vins. D'accord. L'autre technique, c'est le rosé de macération, rosé de saignée, qui là va être comme pour les autres techniques viticoles en France. D'accord. Où là, on laisse naturellement le raisin colorer le jus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange avec du vin blanc. Et après, il y a donc la fameuse bouteille millésime. Alors, je voudrais qu'on termine cette première partie parce que comme nous avons tellement de choses à nous dire, et puis surtout, dans la deuxième partie, nous allons ouvrir une bouteille ou deux pour partager avec vous, non pas le vin malheureusement, parce que malgré les progrès technologiques, nous ne sommes pas encore en mesure de télécharger du vin, ça va venir un jour, fort heureusement ça ne viendra pas, mais on va essayer de vous faire partager nos sensations au niveau de la dégustation. Mais avant donc d'aller dans cette deuxième partie qui sera diffusée d'ici quelques jours ou quelques semaines sur Discussion Sartoriale, je voudrais qu'on aborde donc le sujet des fameux champagnes millésimés, qui est un petit peu, alors je ne sais pas si c'est le sommet de la pyramide ou un peu la Rolls-Royce. Je sais que les grandes maisons de champagne ont pour coutume de ne produire des champagnes millésimés, donc qui ne veut dire que c'est du raisin d'une seule année, contrairement aux autres qui peuvent être des mélanges, voilà. Mais certaines grandes maisons de champagne ont pris pour habitude de ne faire des millésimes que lors des grandes années ou des belles années et de faire l'impasse sur des années un peu plus, comment dire, complexes ou moyennes. Je sais que chez Forgy-Brimont, vous mettez sur le marché un millésimé quasiment chaque année. On a une particularité chez Forgy-Brimont, effectivement, de réaliser un millésime, un champagne d'une seule année tous les ans. C'est-à-dire qu'on va faire le même assemblage, 50% Pinot Noir, 50% Chardonnay, sont les deux cépages qui progressent dans le temps. Le Pinot Meunier est très bon, relativement jeune, et va avoir tendance avec le temps à s'abîmer un peu. Pas à s'abîmer, mais à redescendre, on va dire, d'un point de vue aromatique. Le Pinot Noir et surtout le Chardonnay, à travers le temps, il progresse. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces deux cépages pour réaliser notre cuvée millésimée. Et on va le faire tous les ans. Et nous, en tant que vignerons, on est là pour révéler le caractère unique. Chaque année est unique. Et nous, en tant que vignerons, on est là pour exprimer le mieux de ce que la nature nous offre. Tout simplement, nous sommes des vignerons, on travaille avec la nature. On ne travaille pas la nature, on travaille avec. Donc c'est de pair, ça marche de pair. Donc ça donne une typicité propre à Forgy-Brimont d'avoir un millésime 2005 qui va être très solaire. Limite sur la réduction, un 2006 qui va être totalement l'inverse, l'opposé, où là ça va être beaucoup plus tendu, beaucoup plus ciselé, et voilà, et on avance comme ça à travers les années, et chaque année va refléter les caractéristiques qui lui sont propres. Aujourd'hui on est en 2020, vous venez de mettre sur le marché votre 2008, je crois que j'ai une bouteille ici d'ailleurs, qui est très jolie, avec d'ailleurs une jolie étiquette qui ressemble un peu à une couture cellier, donc c'est tout à fait dans notre... C'est un clin d'œil qu'on a fait à travers notre intérêt pour Parisian Gentleman et pour l'univers sartorial, on va dire, c'est justement de faire une étiquette. Donc du coup, c'est posé à la main. Tout est préparé avec des gants en soie et également dans son étui, et qui reprend justement un clin d'œil avec les coutures. On voulait vraiment une sensation. Alors, question à $10 ou $1 million. Quelles sont selon toi les 5 plus grandes années en champagne millésimé? Parce que si je comprends bien, un champagne millésimé, il est mis sur le marché 10-12 ans après sa récolte. Nous, c'est ce qu'on fait. Nous, c'est 10 ans de cave. C'est pas la règle chez tout le monde? Je crois qu'il me semble que c'est 7 ans. D'accord. Donc, il doit être conservé. Alors, quelles sont les meilleures années de l'histoire? Alors, tu es jeune. De l'histoire De l'histoire, on va dire d'un point de vue classification. Après, je te donnerai ma vision du sujet. Ça va être 1900. Prenez des notes, parce que là, on est dans le cœur du sujet et ce sont des conseils de professionnels et d'experts. 1929. C'est encore buvable? Ça se trouve.
et du coup on dévie sur l'autre sujet que je voulais réserver ensuite. Ça dépend de ce qu'on aime. Est-ce que tu aimes les très vieux champagnes? Est-ce que tu préfères les champagnes relativement jeunes? J'en ai jamais bu du très vieux champagne. Et là, on rentre dans, moi, ce que je trouve le plus intéressant et le plus rigolo, c'est comparer. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de meilleures années, ça dépend ce que vous préférez. Quand même, mais on va dire que les grandes années, ça va être 1929, 1945. Oui. En 1990, une formidable année. En plus, c'est l'année de naissance de ton fils. Oui, bon, je peux vous l'avouer, j'ai eu la chance d'obtenir par Eric une vraie rareté un champagne de 1990, qui est la date de naissance de mon fils. Qui est ce qu'on considère dans la catégorie cuvée des millénaires. D'accord. Là, ça rentre dans les 5-10 meilleures années de l'histoire de la Champagne. 90 96. Et ensuite, je pense que 2008, c'est a tout le potentiel pour rentrer parmi cette légende des très grandes années champenoises. Alors c'est ce que tout le monde dit, j'ai lu beaucoup moi sur le sujet parce que j'aime beaucoup ce vin de 2008, que j'ai eu la chance, j'en ai quelques bouteilles dans ma cave. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Il nous reste une chose à faire avec Eric, c'est de déboucher une bouteille de champagne, de la déguster. Donc on va, dans le prochain numéro de cette discussion sartoriale spécifiquement dédiée au champagne, on va ouvrir une bouteille, on va regarder d'abord comment on l'ouvre, on va analyser la bulle et on va essayer de partager avec vous toutes les choses qu'il faut connaître pour déguster de la meilleure manière possible un champagne. Donc souvenez-vous, 2008 est une très 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 belle année et je vous donne rendez-vous dans notre prochain numéro. Nous on va, alors vous imaginez bien qu'on enregistre tout d'un seul coup, donc nous on va ouvrir la bouteille dans exactement 5 minutes, mais vous n'allez voir l'émission que dans peut-être quelques jours ou quelques semaines. À très très vite pour ce deuxième numéro. Cheers, littéralement.